Bonjour Nuria. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors ça va être un petit peu différent des autres intervenants qu'on a vus jusqu'ici puisque on va faire une interview. Donc on va discuter, on va faire ça comme ça. Alors la première chose que j'aimerais savoir, c'est ce que vous avez pensé des conférences que vous avez vues jusqu'ici. Quelles remarques vous viennent ou quelles pensées, quelles idées? Bon, d'abord, c'est un plaisir partagé d'être avec vous aujourd'hui pour parler de cette thématique et je suis contente qu'on le fasse à Yverdon parce que le syndic l'a fait, le professeur de la Créta également. Au fond, un des enjeux principaux dans notre pays, mais dans notre canton évidemment aussi, se concentre sur l'accessibilité des villes, des centres urbains et périurbains. Parce que si dans les années 70, on a vécu ce qu'on a appelé l'exode rural, où les gens quittaient les campagnes pour aller dans les villes, on est en train de vivre je dirais un exode inverse, où de plus en plus se développent ce qu'on appelle les centres régionaux, c'est-à-dire la couronne des villes. Et donc un des grands enjeux, c'est l'accessibilité dans les agglomérations, parce que si les gens sortent des villes, alors à l'inverse, l'emploi, lui, il se concentre de plus en plus dans les agglomérations. Et donc pour nous, les planificateurs et les politiciens, les entreprises de transport, eh bien, l'accessibilité multimodale, que ce soit en transport public ou par la route, et le rôle, par exemple, des autoroutes a profondément été modifié durant ces dernières années, puisque avant, les autoroutes, elles servaient essentiellement à relier la Suisse au reste du monde. Aujourd'hui, les autoroutes, elles captent ce qu'on appelle le trafic de transit. On veut qu'ils sortent du centre-ville et qu'on puisse accéder par la couronne autoroutière au centre urbain. Il y a des grands enjeux qui nous attendent, notamment sur le plan fédéral, avec le Fonds constitutionnel FORTA, pour lequel nous plaidons fortement pour un compromis. J'ai vu qu'il y a certains représentants dans la salle des milieux routiers, autoroutiers, et ils savent qu'ils peuvent compter sur l'appui du canton de Vaud pour trouver ce compromis. Nous avons besoin d'investir aussi bien dans le rail que dans la route, que dans les transports publics urbains. C'est un enjeu fondamental. Sinon, et c'est l'Office fédéral qui le dit, nous risquons d'avoir, en 2030, c'est demain, 2 heures de bouchon, par exemple, à l'entrée de Lausanne ou à l'entrée des villes. Et 2 heures de bouchon, ce n'est pas seulement embêtant, c'est juste terrible pour l'économie, parce que l'économie, c'est aussi l'industrie, c'est aussi la construction. Ce sont des gens qui ont besoin de se déplacer pour aller exercer leur profession. Donc l'enjeu de l'agglomération, l'enjeu de l'accessibilité, on pourra parcourir ensuite quels sont en fait les défis qui y sont liés, mais c'est en tout cas pour nous ce qui focalise vraiment l'attention. Mais justement, vous avez utilisé plusieurs fois ce terme d'enjeu, on l'a bien compris, c'est capital. Les enjeux, vous les voyez comment pour la Suisse romande sur les 25 prochaines années, si on peut les cadrer comme ça? Alors déjà, pour nous, c'est d'avoir pu se faire entendre auprès de la Confédération, parce que nous avons dans notre partie de pays ce que j'appelle la métropole lémanique, c'est-à-dire le canton de Vaud et le canton de Genève. À nous deux, on pèse 25% à peu près de l'impôt fédéral direct, donc à peu près le quart des richesses du pays entier sont produites entre nos deux cantons. C'est dire que l'économie, et on le sait, c'est votre thématique d'aujourd'hui, a besoin de conserver cette capacité pour les gens et les biens de circuler. C'est une des conditions cadres à l'économie, vous le savez mieux que moi. Mais dans le même temps, alors qu'on a connu une progression démographique très importante, la plus importante du pays, une progression économique aussi la plus importante, puisque nous nous rapprochons des enjeux économiques de la métropole zurichoise, et bien dans le même temps, notre région a vécu des sous-investissements de la part de la Confédération. Nous ne sommes pas à niveau du reste de la métropole zurichoise, par exemple, en ce qui concerne aussi bien le rail que la route. Et donc, un des enjeux pour nous aujourd'hui consiste à non seulement investir pour rattraper le retard du passé, mais aussi de prévoir l'avenir, de tenir compte des évolutions. Et pour cela, on a quelques indices, des hypothèses sur lesquelles on s'appuie pour pouvoir anticiper les futurs besoins. Et donc, dans ce sens, voilà, les conférences que vous avez entendues, que ce soit la collaboration avec les hautes écoles, EPFL, HEIGVD, les technologies du futur, les intégrer dans les comportements générationnels. Nous venons, nous, à l'État de Vaud, de terminer une étude dans ce sens. Intégrer les modèles alternatifs aussi, comme j'ai entendu le télétravail, on pourra y revenir. Je l'ai implanté à l'État de Vaud
je connais la difficulté que vous avez évoquée tout à l'heure, mais il n'en reste pas moins que, pour moi, ça, ce sont des mesures que j'appelle d'appoint. Il faut quand même prendre la mesure de ce que nous avons vécu dans le canton de Vaud. Je m'en tiens à celui que je connais le mieux. Nous avons doublé la population. Entre 1970 et 2040, nous aurons doublé la population vaudoise. Nous serons passés de 500 000 habitants à 1 million d'habitants. Donc des défis immenses. Moi, je suis née en 1970. Donc, et en 2030, je pense, à moins que je continue à travailler dans ces conditions, mais je pense que je ne serai pas encore complètement morte. Donc ça veut dire que dans notre génération, nous aurons doublé la population. Et nous savons que la croissance démographique, c'est celle qui exerce la plus forte pression sur nos infrastructures. Et donc bien sûr qu'on va pouvoir travailler ici avec du télétravail, ici avec du covoiturage, mais on ne pourra pas faire l'abstraction de l'investissement. Il faudra adapter nos infrastructures, il faudra investir pour rattraper les retards dont je parlais, et il faudra aussi être capable de ce que moi j'appelle le décentrement. Le professeur de la Créta a parlé de schizophrénie. Il faudra qu'on, vraiment dans les yeux, qu'on se dise il faut que je sorte de mes besoins individuels pour comprendre que les réponses, elles sont collectives. Il faut que je sache à un moment donné, dans mes besoins ici, immédiats pour ma vie, que je sache faire à un moment donné un microscopique sacrifice pour comprendre que les réponses, elles sont collectives et elles sont dans des temporalités décentrées. Ce que nous prévoyons aujourd'hui comme pour la construction, dans le meilleur des cas, on pourra l'utiliser dans 20 ans. C'est ça le délai qui est le nôtre. Et donc c'est la difficulté des hommes et des femmes politiques, parce que si M. Colomban était le poil à gratter, nous, on est un peu la noce à Thomas, parce qu'on entend les besoins des gens. C'est comme je fais souvent cette comparaison avec les commerçants dans les villes. Eux, ils ont un impératif, c'est le tiroir caisse à la fin du mois qui compte. Les besoins en mobilité des gens, c'est maintenant qu'ils en ont besoin. Et nous, forcément, on vient en leur disant, vous savez, en 2025, on aura doublé la capacité de la ligne Lausanne-Genève, on prévoit des développements plus importants à horizon 2030, mais nous sommes en 2016. Et donc, il y a toujours ce décalage entre les besoins d'aujourd'hui et les réponses forcément compliquées et lentes, parce qu'elles impliquent tellement de partenaires, tellement de défis technologiques, que les temporalités sont toujours décalées par rapport aux besoins des gens. Et donc, ça nécessite beaucoup d'informations et d'entente réciproque. Alors, Madame Augerité, vous disiez tout à l'heure que vous aviez été entendue par Berne. Est-ce que ça veut dire que la métropole lémanique peut vraiment faire valoir ses intérêts à Berne? Est-ce que c'est plus qu'entendre? C'est-à-dire, est-ce que vous travaillez de concert? Comment ça se passe? Bon, écoutez, il y a eu une importante décision en 2009 de dire le canton de Vaud et le canton de Genève sont plus forts lorsqu'ils font valoir le fait qu'ils sont un même espace économique, un même espace de vie, et que les entreprises s'y déploient de manière complète. Il y a pas, la frontière, elle n'est que politique, elle n'est que institutionnelle. Les gens aujourd'hui travaillent sur Genève, vivent sur Vaud, l'inverse, voilà. Et donc, le poids économique que représente cette métropole, il a su se fédérer pour aller plaider le fait que si on avait entendu le fait qu'il était important de doter la métropole zurichoise d'un certain nombre d'infrastructures qui garantissaient, qui accompagnaient la croissance économique, qui bénéficie au pays, parce que le fait qu'on soit canton... Eh oui. On ne s'est pas concerté, hein. Non, non. Le fait que le pays bénéficie du potentiel économique de ces deux régions par le biais de redistribution à travers la péréquation financière intercantonale. Et vous savez que Genève et Vaud et Zurich sont des contributeurs. Donc ils aident les cantons de montagne, les cantons plus pauvres. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on garde cette capacité à produire des richesses, qu'on garde cette capacité à donner du travail aux hommes et aux femmes qui vivent dans ce canton, dans ces cantons. Et ça, c'est un point de vue qui était peu écouté. Il l'est, et il l'est de plus en plus, parce que non seulement on a obtenu, comme l'a dit M. Gaudron tout à l'heure, les fameux 3-4 milliards d'investissements sur le rail, mais alors j'ai bon espoir qu'on obtienne aussi notre part sur la route. L'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. C'est vraiment cette vision multimodale qu'il faut défendre. Nous avons obtenu des investissements dans les agglomérations
Et cette semaine, l'Office fédéral des transports vient de rendre public un rapport d'une vision à horizon 2040, et on est toujours dans des temporalités complexes, mais enfin c'est la première fois que j'ai lu noir sur blanc le fait que la Suisse romande est celle qui va nécessiter le plus d'investissement de la part de la Confédération aux côtés de la métropole zurichoise, et que vraisemblablement les plans prévus aujourd'hui seront insuffisants pour faire face au développement, et donc que la Confédération a pris cette mesure. Je dois avouer que j'ai été très contente de cela. Donc le message est passé, hein, finalement. Oui, disons, en tout cas, en théorie. En théorie, on l'espère. Moi, j'aime les plans d'investissement une fois qu'ils sont votés. Évidemment, vous êtes pragmatique. Alors là, on parle des grosses agglomérations, mais il y a aussi toutes les régions périphériques. Est-ce que certaines personnes ont des fois l'impression qu'elles sont peut-être un peu oubliées? Qu'est-ce que vous répondez à ça? En tout cas, ce n'est pas le cas dans le canton de Vaud, parce que nous avons commencé par postuler du fait que le canton de Vaud, on dit de lui que c'est le pays de Vaud. C'est une réalité géographique, culturelle, économique, on va dire, disparate entre la région nyonnaise et le pays d'en haut. C'est évident que les réalités des hommes et des femmes qui y vivent et qui y travaillent sont vraiment très différentes. En revanche, il est fondamental de relier les régions plus excentrées au gisement économique. On a vu, je l'ai dit tout à l'heure, l'emploi se concentre de plus en plus dans les villes. Dans le canton de Vaud, par exemple, dans le PALM, le projet d'agglomération Lausanne-Morges, c'est aujourd'hui 52% des emplois vaudois. Donc plus de la moitié des emplois de tout le canton se situent dans le périmètre d'agglomération Lausanne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne relie pas les autres régions plus excentrées à ces gisements économiques, on court le risque de laisser ces régions coupées de l'accès à l'emploi, de l'accès à l'économie. Et donc, c'est terrible en termes de cohésion sociale, bien entendu, mais c'est surtout impactant après pour les finances publiques, parce qu'il faudra venir subventionner ces régions au travers d'une multitude de dispositifs péréquatifs dont personne ne peut rêver, alors qu'il est fondamental qu'on puisse tout simplement donner la capacité à ces régions de conserver une autonomie financière, économique, par le fait d'être reliés. Et c'est ainsi que nous avons investi massivement. Entre la Confédération et le canton de Vaud, c'est près de 700 millions de francs que nous avons investis entre 2013 et 2016, donc en 3 ans, presque 1 milliard de francs, dans ce qu'on appelle les petits trains. Moi, je déteste qu'on les appelle comme ça. C'est des trains régionaux, c'est des compagnies privées comme Travis dans cette région, MBC dans la région morgienne, TPN, le Nyon-Saint-Sergue du côté de l'ouest vaudois, TPC à l'est. Donc, vous voyez, c'est fondamental de relier les régions, parce que relier les régions, c'est relier les gens, c'est leur permettre d'accéder à l'emploi, à l'économie. Donc, on voit dans ce que vous venez de nous dire qu'il y a des aspects qui peuvent poser problème. Vous êtes en train d'y travailler pour éviter justement de se retrouver confronté à ça. Ça me fait venir sur la question des écueils. Quels sont les écueils en termes de mobilité dans les années à venir? Est-ce que c'est un écueil quand on pense en termes de mobilité privée et de mobilité publique? Non, moi, je pense qu'aujourd'hui, la vision oppositionnelle qu'on a vécue, en tout cas dans le canton de Vaud, je sens que dans notre canton, on a beaucoup apaisé, je trouve, cette tension qui peut exister entre la mobilité individuelle et le transport public. Je pense qu'aujourd'hui, à part quelques forcément fanatiques de l'un ou de l'autre, disons, mais mettons qu'ils sont à la marge, pour le reste, j'ai la conviction vraiment que nous avons apaisé ce débat et que nous avons acquis la conviction que celles et ceux qui peuvent emprunter un transport public, parce qu'ils ont une offre de transport public qui leur permet de le faire, que c'est plus confortable, que c'est garanti au niveau de la vitesse commerciale, etc., ils le font. Et que forcément, si aujourd'hui... Voilà, il n'y a pas que des gens qui travaillent dans des bureaux. Ça, peut-être, on viendra tout à l'heure sur un des défis liés, par exemple, au télétravail. Quand vous devez transporter des bidets, non mais... En effet, c'est compliqué forcément, en télétravail. C'est plus compliqué en télétravail et c'est plus compliqué en métro, qui est surchargé quasiment plus seulement aux heures de pointe, mais en permanence. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les défis, c'est quoi? C'est d'arriver à répondre à ces deux objectifs, de doter le canton de ces
à la fois de ces axes de circulation autoroutière qui permettent une fluidité du trafic meilleure que celle que nous avons aujourd'hui. Il y a aujourd'hui des engorgements aux heures de pointe parce qu'on n'a pas assez investi dans le réseau autoroutier. Et il y a aujourd'hui une saturation aux heures de pointe dans les réseaux de transport public parce qu'ils ne sont pas à niveau de notre croissance. Donc un des défis, ça va être malheureusement pour nous, de conjuguer ces deux formes d'investissement dans les mêmes temporalités pour rattraper les retards. Donc ça veut dire des chantiers, donc ça veut dire aussi des perturbations. Et je sais que quand on change le sens d'une route, c'est jamais anodin. Au quotidien, c'est compliqué. Donc il va falloir revenir à ce que je disais au début, à ce décentrement, de se dire peut-être que oui, j'ai un petit bouchon aujourd'hui qui m'entrave dans ma mobilité au quotidien, mais je sais que c'est parce qu'il y a un plan plus large qui est nécessaire au fonctionnement général et à la fluidité globale pour adapter nos réseaux à la réalité qui est la nôtre. Donc ça, c'est un des enjeux. Et je pense que l'autre enjeu, c'est d'intégrer ces nouvelles technologies, de leur donner la possibilité de se déployer. Ces gisements d'innovation sont aussi des gisements d'emploi d'ailleurs, mais il faudra veiller à ne pas perdre le sens du collectif. Je pense qu'en matière de mobilité, il faudra veiller à ce qu'on garde le sens du commun, collectif, et de se dire c'est pas parce que j'ai moi mon besoin individué d'avoir l'information, d'avoir l'accès immédiat, etc., que je dois perdre de vue le fait que mon voisin, mon ami, mon collègue a d'autres besoins, à d'autres moments de la journée, d'autres perspectives. Et donc, l'idée que nous devons partager ces décisions, que nous devons partager les financements, que nous devons prendre en considération le fait qu'il nous faudra vraisemblablement attendre encore une dizaine d'années avant d'avoir rattrapé complètement tous les retards. C'est cette patience qu'il va falloir rappeler au quotidien, parce que je suis sûre qu'aujourd'hui, en sortant de cette salle, on sera tous et toutes tellement conscients, mais qu'au prochain bouchon, dans 3 mois, la première, il faudra se le rappeler. Alors, on parlait tout à l'heure de mobilité virtuelle et donc de télétravail. Donc, on sait, comme vous l'avez dit, que ça a été proposé au sein de l'État de Vaud. Et comment est-ce que, justement, c'est mis en place? Comment est-ce que vous le proposez aux collaborateurs? Et comment ils y réagissent? Bon, alors le télétravail, moi j'ai décidé de le favoriser à l'État de Vaud parce qu'à part la mobilité, j'ai aussi les ressources humaines de l'État de Vaud je me suis dit ça peut être effectivement cet appoint, si on arrive effectivement à faire baisser la pression sur les infrastructures de quelques pourcentages, on aura déjà gagné pas mal d'espace. Donc on a fait une phase de test où on a implanté dans quelques services de l'administration le télétravail et on en a tiré un bilan qui était gagnant-gagnant. Mais maintenant, il faut apporter les nuances. La première nuance, c'est que tout le monde ne peut pas télétravailler. À l'État de Vaud, on ne peut pas imaginer que les infirmières télétravaillent, on ne peut pas imaginer que les policiers télétravaillent, on ne peut pas imaginer que les cantonniers télétravaillent. Vous voyez, il y a toute une série de professions qui ne sont pas concernées, on va dire aujourd'hui, par la possibilité du télétravail. Les enseignants, encore à ce jour, il y aura peut-être une évolution avec les MOOC qui seront possibles, mais est-ce que c'est aussi souhaitable? Après, on ouvre des autres questions philosophiques. Est-ce que c'est souhaitable que les enfants ne soient jamais en collectif et ils soient que seuls devant leur ordinateur pour apprendre? J'ai mon approche. Mais donc il y a déjà toute une partie du personnel de l'État, et j'imagine de beaucoup d'entreprises pour lesquelles c'est impossible aujourd'hui de télétravailler. Il y aura toujours le besoin de se déplacer. L'autre difficulté, c'est qu'il faut faire ce que monsieur a dit, il faut une partie de son contrat doit pouvoir être télétravaillé pour celles qui le peuvent, mais pas à 100%, parce qu'on perd cette intelligence collective, cette émulation qu'on a à travailler en groupe, à partager les idées, à avoir ce sens du collègue. Interconnecté, en fait. Voilà. Donc, on l'a implanté et je dirais que le succès est d'estime pour l'heure, puisque, bon, il y a 28 000 collaborateurs à l'État, tous ne peuvent pas télétravailler, hein, je l'ai dit, mais mettons sur une fourchette d'environ 12 000 collaborateurs, nous avons à ce jour signé 200 contrats de télétravail. Donc ça veut dire que le potentiel, il est énorme, ça veut surtout dire qu'à mon avis, il faut l'accompagner, il faut l'expliquer pas seulement aux collaborateurs, je pense qu'il faut l'expliquer
au management, au cadre, qui exprime pas mal de réserves. En tout cas, il y a pas mal de peur à l'état de veau, liées à la confidentialité des dossiers, à la protection des données, liées, comme le disait très justement M. Colomba, à la perte de proximité, donc la peur de perdre le contrôle. Hein. Et puis, du côté des employeurs, les employés, nous avons défini très clairement l'objectif qui était souhaité et le livrable qui était souhaité pour ne pas surcharger le collaborateur lorsqu'il est à domicile. Il ne faut pas qu'il fasse plus d'heures à domicile qu'il ne l'aurait fait au bureau. Donc il y a toute une politique de cadrage du télétravail qui est nécessaire. On vient de commencer, je pense que ce sera un des défis de la prochaine législature. Nouria Gorité, merci beaucoup pour tous ces éclairages, toutes ces précisions. On vous retrouve tout à l'heure sur scène pour le moment questions-réponses. Merci. Mesdames et messieurs, Nouria Gorité. Merci. Et nous allons maintenant tout de suite enchaîner avec le prochain intervenant. Il est ingénieur, marin de haut niveau et équipier à bord de voiliers prestigieux et de catamarans, multiples médaillés lors de championnats en France, en Europe et dans le monde. Il a travaillé notamment pour PSA, Peugeot, Citroën. Il a été responsable d'une écurie moto au début des années 2000, puis coureur et responsable du développement de l'entreprise de catamaran Matia. Et tout au long de sa carrière, il a géré en parallèle la performance sportive, le développement technologique et la gestion de projets. Il a cofondé la fondation Hydros et il est à la tête de l'entreprise du même nom. Je vous demande s'il vous plaît d'accueillir Jérémy Lagarrigue.